Elle a épousé un homme qu'elle n'avait jamais vu auparavant et a trouvé, au cœur de cet accord glacial, quelque chose que personne n'attendait. Pouvez-vous imaginer échanger votre avenir tout entier contre un contrat signé, sachant que de l'autre côté se trouvait quelqu'un qui ne désirait rien d'autre qu'une simple commodité? Mais cette histoire s'est déroulée dans la campagne profonde du Bordelais en mars 1889, quelques mois avant que les certitudes de l'ancien monde ne vacillent face à la modernité galopante. Avant de continuer, dites-moi dans les commentaires depuis où vous suivez cette histoire. Votre participation est essentielle pour que je puisse vous apporter de plus en plus de récits émouvants comme celui-ci. Son nom était Laure de Varenne. 24 ans, des cheveux châtains toujours relevés en un chignon strict qui laissait sa nuque découverte, des yeux sombres qui semblaient garder bien plus de pensée qu'elle ne s'autorisait à en révéler. Elle n'était pas du genre à baisser la tête facilement, mais en ce mois de mars 1899, elle se tenait face à un choix qui n'en était pas vraiment un. La demeure où elle avait grandi se situait près de Saint-Émilion, une bâtisse en pierre de taille sur 2 étages qui avait connu des jours meilleurs. Le lierre envahissait les murs extérieurs dont la pierre s'effritait. Quelques ardoises manquaient à la toiture et la roseraie que sa mère chérissait tant poussait désormais sans contrôle. La ruine de la famille s'était installée petit à petit, comme une maladie silencieuse qui vous ronge de l'intérieur jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Le père de Laure, Antoine de Varenne, avait été un négociant en vin respecté. Pendant des années, il avait contrôlé des routes commerciales importantes entre Bordeaux et le nord de la France, traitant avec des courtiers et des acheteurs de Paris jusqu'à Bruxelles. Ses chais étaient parmi les plus vastes de la région, avec des fûts de chêne empilés jusqu'aux voûtes et cette odeur forte de tanin et de bois qui imprégnait les vêtements de ceux qui y travaillaient. Mais en 1887, tout commença à s'effondrer. Antoine fit confiance au mauvais associé, un homme de Paris qui promettait d'ouvrir de nouveaux marchés à l'exportation. L'individu disparut avec la moitié des stocks et tout l'argent avancé. Ensuite vinrent les dettes. Les créanciers apparurent un par un, polis au début, agressifs à la fin. Les chais furent fermés. Les terres que la famille possédait encore furent vendues pour payer une partie du dû. Et malgré cela, il en manquait encore. Laure vit son père vieillir de 10 ans en 2. Son dos se voûta, ses cheveux blanchirent, ses mains tremblaient lorsqu'il tentait de signer des papiers. Sa mère, Madame Amélie, pleurait en cachette dans l'office, mais devant les visites, elle feignait que tout allait pour le mieux. Ils avaient honte. Dans cette société provinciale et cruelle, faire faillite était presque pire que mourir. Les familles qui les fréquentaient autrefois cessèrent d'apparaître. Les invitations aux bals et aux dîners s'arrêtèrent. Laure se retrouva seule, à l'exception d'une ou 2 amies qui avaient encore le courage de la saluer à la sortie de la messe. Ce que personne ne savait, c'est qu'avant la faillite, Antoine avait enseigné des choses peu communes à sa fille. Depuis que Laure avait 15 ans, il l'emmenait dans le bureau des chais et lui montrait les livres de comptes. Il lui apprenait à lire les contrats, à identifier les clauses risquées, à calculer les marges et les pertes. Il disait que le monde changeait et qu'une femme intelligente devait savoir se défendre. Madame Amélie désapprouvait, trouvait cela inconvenant, mais Antoine insistait. Laure apprit vite. Elle avait une mémoire affûtée pour les chiffres et une capacité d'analyse qui impressionnait même son père. Elle gardait des carnets remplis de notes, d'exercices de comptabilité qu'elle faisait seule, des copies de contrats qu'elle étudiait pour en comprendre chaque virgule. Mais tout cela était un secret. Une femme qui en savait trop sur les affaires était vue comme une étrangeté inadaptée au mariage. Alors Laure dissimulait. Elle feignait de ne s'intéresser qu'à la broderie et au piano. Mais le piano avait été vendu. La broderie ne payait pas les dettes. Et c'est là qu'apparut la proposition. Rodrigue Castel, 32 ans, propriétaire de l'un des plus grands domaines viticoles de la région de l'Entre-deux-Mers. Un homme sérieux, avare de mots, qui avait bâti sa fortune par un travail acharné et des décisions justes.
Il ne s'était jamais marié, ce qui alimentait les rumeurs. Certains disaient qu'il était trop difficile, d'autres qu'il avait subi une désillusion amoureuse dans sa jeunesse et décidé que le mariage n'était qu'une question pratique. Quoi qu'il en soit, il avait besoin d'une épouse. La société l'exigeait. Un homme de sa position sans famille était regardé avec méfiance. La proposition vint par un intermédiaire, un notaire qui connaissait les deux familles. Rodrigue offrait d'éponger toutes les dettes des Varenne en échange d'un mariage avec Laure. Il n'y avait aucun romantisme dans l'offre. C'était une transaction commerciale, claire comme un acte de vente. Elle deviendrait Madame Castel, aurait un toit, de la nourriture, des toilettes, et sa position sociale restaurée. Il aurait une épouse respectable pour gérer la maison et l'accompagner dans les engagements mondains. Rien de plus. Les termes étaient explicites. Chambres séparées, vies indépendantes, apparence d'un mariage harmonieux en public. Laure resta 3 jours sans dormir correctement lorsque ses parents lui en parlèrent. Sa mère pleura et dit qu'elle n'était pas obligée d'accepter, mais Laure voyait le mensonge dans ses yeux. Bien sûr qu'elle était obligée. Si elle refusait, la famille perdrait la maison. Son père ne réussit pas à la regarder quand il expliqua les détails. Il avait honte de vendre sa fille, mais il n'avait pas d'alternative. La nuit, avant de donner sa réponse, Laure resta assise près de la fenêtre de sa chambre, regardant la route vide. Le village dormait tôt en ces temps-là. On n'entendait que les chiens aboyer au loin et le vent froid soufflant depuis l'estuaire. Elle pensa à s'enfuir. Prendre le peu d'argent qui restait caché dans une boîte, disparaître vers Bordeaux ou Paris, tenter sa chance seule. Mais elle savait que cela signifiait condamner ses parents à la misère complète. Et même si elle enrageait contre la situation, elle ne pouvait pas leur faire cela. Alors elle accepta. La cérémonie eut lieu un matin de samedi, le 16 mars 1889, dans l'église paroissiale. Elle fut petite, discrète, presque sans invité. Rodrigue apparut en costume sombre, cravate impeccable, cheveux peignés en arrière avec soin. Il était grand, les épaules larges, le visage anguleux avec une barbe bien taillée. Bel homme, admit Laure pour elle-même, mais avec une expression si fermée qu'il semblait assister à un enterrement, pas à un mariage. Ils échangèrent des vœux qui ne signifiaient rien. Le prêtre parla d'amour et d'union, des mots vides qui résonnaient contre les murs de pierre froide de l'église. Laure portait une robe blanche simple qui avait appartenu à sa mère. Il n'y avait pas de bouquet, pas de fête ensuite. Quand le prêtre dit que Rodrigue pouvait embrasser la mariée, il effleura à peine son visage, un geste mécanique et rapide. Ses lèvres ne touchèrent même pas vraiment les siennes. Ce n'était qu'une mise en scène de plus pour le curé et les quelques témoins présents. Ils sortirent de l'église séparément. Ils marchaient devant, elle derrière, comme des étrangers qui par hasard allaient au même endroit. Le père de Laure étreignit sa fille sur le parvis et murmura une excuse qu'elle fit semblant de ne pas entendre. Sa mère pleura doucement et lui tendit une petite malle contenant ses vêtements. Tout ce qu'elle possédait tenait désormais dans une malle en cuir usé. Le voyage jusqu'au domaine de Rodrigue prit presque 3 heures. Ils y allèrent dans une calèche couverte tirée par 2 chevaux puissants. Laure était assise d'un côté, Rodrigue de l'autre, avec un espace d'1,50 m entre eux. Il ne dit rien durant tout le trajet. Il regardait dehors, vers les rangées de vignes qui s'alignaient à l'infini, vers le ciel qui s'assombrissait à mesure qu'il s'enfonçait dans la campagne. Laure ne parla pas non plus. Que dire? Ils ne se connaissaient pas. Il l'avait achetée pour résoudre un problème social, elle avait accepté pour sauver sa famille. Il n'y avait aucun sujet qui ne fût gênant. Le domaine se trouvait dans une région vallonnée, entourée de vignobles qui s'étendaient à perte de vue. La maison principale, un manoir, était grande, construite en pierre de Gironde et bois, avec une large terrasse et de nombreuses fenêtres hautes. Elle semblait solide, bien entretenue, mais froide. Il n'y avait pas de fleurs dans les jardins à la française, pas de couleurs sur les murs. Elle était fonctionnelle, comme tout ce que Rodrigue semblait valoriser. Quand la calèche s'arrêta devant le perron, il descendit le premier et offrit sa main pour l'aider.
Laure accepta seulement parce qu'il aurait été étrange de refuser. Sa main était grande, calleuse à cause du travail, chaude. Il la lâcha dès qu'elle posa le pied au sol. Une femme apparut à la porte de la maison. Elle devait avoir une 50aine d'années, des cheveux gris tirés en un chignon serré, une robe sombre, un tablier blanc impeccable. Elle se présenta comme Madame Agnès, la gouvernante. Elle parla d'une voix ferme mais polie, disant que le dîner était prêt et que la chambre de Madame était préparée. Laure remarqua le singulier, la chambre de Madame, pas la chambre nuptiale. Rodrigue avait donc été clair. Elle suivit Madame Agnès à l'intérieur. L'intérieur était spacieux mais austère. Meubles en bois sombres, peu d'ornements, aucun tableau au mur. Cela ressemblait à la maison d'un homme vivant seul depuis trop longtemps. Il n'y avait pas de présence féminine, pas de chaleur. Cela sentait la cire d'encaustique et la fumée de cheminée. La chambre que Madame Agnès lui montra se trouvait au premier étage, au bout du couloir. Elle était grande, avec un lit double qui semblait n'avoir jamais servi, une armoire haute, une commode avec miroir et une fenêtre donnant sur les vignes. Tout était propre, tout était rangé, tout était impersonnel. Madame Agnès expliqua que la chambre de Monsieur Rodrigue se trouvait de l'autre côté du couloir, distance de sécurité. Elle dit cela avec naturel, comme s'il était normal pour des époux de dormir séparément. Laure remercia à voix basse et resta seule quand la gouvernante sortit. Elle s'assit sur le bord du lit et regarda autour d'elle. C'était son foyer maintenant. Une maison belle, confortable, opulente, mais vide de tout ce qui importait vraiment. Elle pensa à la maison de ses parents, petite et tombant en ruine, mais pleine de souvenirs. Elle pensa à la chambre où elle avait grandi, à la fenêtre d'où elle voyait la rue, aux livres qu'elle gardait sous son lit. Ici, elle n'avait rien. Juste un nouveau nom qui sonnait encore étrangement. Madame Castel, Laure Castel. Elle le répéta mentalement et sentit un serrement dans la poitrine. Le dîner fut servi à 7 heures du soir. Madame Agnès frappa à la porte de Laure et l'avertit que monsieur attendait dans la salle à manger. Laure descendit les escaliers lentement, essayant de mémoriser la maison. Couloir long, escalier de bois qui craquait à la 3e marche, salon à gauche, bureau à droite, salle à manger au fond. Rodrigue était déjà assis en bout de table quand elle entra. Il avait ôté sa veste et retroussé les manches de sa chemise. Il semblait plus détendu, mais son expression restait fermée. Il indiqua d'un signe du menton la chaise à l'autre bout de la table, loin de lui. Laure s'assit, la nourriture était abondante, rôtis, pommes de terre, légumes, pain frais, vin rouge du domaine. Madame Agnès servait en silence, puis disparaissait dans la cuisine. Laure mangea lentement, sans faim, juste pour avoir une contenance. Rodrigue mangeait avec appétit, mâchant calmement, buvant des gorgées de vin. Il ne la regardait pas. Ce fut Laure qui rompit le silence. Elle le remercia pour l'aide apportée à sa famille, dit qu'elle savait que ceci était un accord et qu'elle ferait sa part. Sa voix sortit plus ferme qu'elle ne l'espérait. Rodrigue s'arrêta de mâcher et la regarda enfin. Il répondit qu'il attendait seulement qu'elle gère la maison avec Madame Agnès, qu'elle reçoive les visites lorsque nécessaire, et qu'elle l'accompagne aux événements sociaux. Hormis cela, il dit qu'elle était libre de faire ce qu'elle voulait tant qu'elle sauvait les apparences. Sa voix était grave, sans émotion, comme s'il donnait des instructions à un employé. Laure sentit la colère lui monter à la gorge, mais elle ravala sa fierté. Elle acquiesça de la tête. Rodrigue recommença à manger comme si de rien n'était. Le reste du dîner fut silencieux. Lorsqu'ils terminèrent, Rodrigue se leva, souhaita une bonne nuit sans vraiment la regarder, et partit vers son bureau. Laure resta seule dans la salle à manger, contemplant la table encore chargée de mets. Madame Agnès apparut pour débarrasser et remarqua l'expression de la jeune femme. Elle dit d'une voix basse que Monsieur Rodrigue était un homme bon, juste un peu fermé. Il avait ses raisons, ajouta-t-elle, mais n'expliqua pas lesquelles. Laure ne posa pas de questions. Elle remercia et monta dans sa chambre. Cette première nuit, elle dormit mal. Le lit était confortable, mais étranger.
La maison faisait des bruits qu'elle ne connaissait pas. Le vent battant les volets, le bois qui travaillait, les pas de Rodrigue dans le couloir quand il monta finalement tard dans la nuit. Elle entendit la porte de sa chambre se fermer et resta à fixer le plafond dans l'obscurité, mariée à un étranger, vivant dans une maison qui n'était pas la sienne, jouant un rôle que personne n'avait répété avec elle. Les premiers jours furent ainsi. Routine mécanique, distance polie. Laure se levait tôt, prenait son café seule, car Rodrigue partait avant l'aube pour travailler dans les vignes. Elle passait les matinées à explorer la maison, aidant Madame Agnès pour de petites choses, essayant de ne pas se sentir complètement inutile. Les après-midi étaient longs. Elle lisait quand elle trouvait un livre dans la petite bibliothèque du bureau, brodait sans enthousiasme, regardait par la fenêtre. Rodrigue rentrait en fin d'après-midi, faisait sa toilette, dînait avec elle en silence et s'enfermait dans son bureau jusqu'à tard. Parfois, Laure entendait le bruit de papier qu'on feuillette, de la plume qui gratte, des tiroirs qui s'ouvrent et se ferment. Il travaillait beaucoup. On aurait dit que le travail était la seule chose qui comptait pour lui. Quand ils se croisaient dans la maison, Rodrigue saluait avec une politesse glaciale. « Bonjour madame, bonsoir, excusez-moi ». Il n'utilisait jamais son prénom, et elle commença à réaliser qu'il évitait de la regarder directement. Quand il devait dire quelque chose, il regardait sur le côté, vers le sol, n'importe où, sauf son visage. Madame Agnès était sa seule compagnie réelle. La gouvernante travaillait dans la maison depuis des années, connaissait Rodrigue depuis avant qu'il n'hérite du domaine de son père. Elle racontait des histoires de la région, expliquait comment fonctionnait la culture de la vigne, commentait sur les ouvriers qui travaillaient au domaine. Mais quand Laure tentait de questionner sur le passé de Rodrigue, sur la raison de sa fermeture, Madame Agnès détournait le sujet avec habileté. 2 semaines après le mariage, survint le premier moment étrange. Laure était dans la bibliothèque, cherchant quelque chose à lire quand Rodrigue entra soudainement. Il ne s'attendait pas à la trouver là. Il resta figé dans l'encadrement de la porte avec une expression qu'elle ne put déchiffrer. Surprise, peut-être, ou gêne. Il demanda ce qu'elle faisait. Laure montra le livre qu'elle avait pris, un volume sur l'histoire de France. Elle dit qu'elle aimait lire. Rodrigue regarda le livre, puis elle, et quelque chose changea brièvement sur son visage. Presque un intérêt, presque une curiosité, mais cela ne dura qu'une seconde. Il hocha la tête, prit quelques papiers qu'il était venu chercher et sortit sans dire un mot de plus. Mais ce soir-là, au dîner, il posa une question sur le livre. Il voulut savoir si elle l'avait trouvé intéressant. Laure, surprise par la demande, répondit que oui, qu'elle lisait sur la Restauration. Rodrigue commenta qu'il avait trouvé cette partie de l'histoire fascinante, lui aussi. Et pour la première fois, ils eurent une conversation qui dura plus de 2 minutes. Ce fut bref, maladroit, mais ce fut différent. Les jours suivants, Laure remarqua que Rodrigue commençait à laisser de nouveaux livres dans la bibliothèque. Il ne disait rien, ne faisait pas de cérémonie, les posait simplement là comme s'ils avaient toujours été présents. Mais elle savait que non. C'étaient des livres qu'il apportait pour elle. Elle ne fit aucun commentaire. Elle lisait simplement et, au dîner suivant, mentionnait quelque chose sur ce qu'elle avait lu. Et Rodrigue répondait. De petits échanges, des conversations courtes, mais des conversations tout de même. C'est à cette période que Laure commença à l'observer davantage. Elle nota qu'il avait une façon de froncer les sourcils quand il était concentré, qu'il prenait toujours son café sans sucre, qu'il traitait les ouvriers viticoles avec respect, ne criait jamais, payait des salaires justes, qu'il passait des heures dans le bureau non seulement à travailler, mais à étudier des contrats, des cartes, des documents commerciaux. Et c'est là qu'elle commença à avoir envie de voir ces documents. Ses propres carnets, ceux qu'elle avait emportés en cachette de la maison de ses parents, étaient gardés au fond de l'armoire de sa chambre. Elle ne les avait pas regardés depuis son arrivée. Mais un après-midi, alors que la maison était vide et silencieuse, elle les sortit. Elle les ouvrit et vit les anciennes notes,
les exercices de comptabilité, les copies de contrats qu'elle avait étudiées avec son père. L'envie d'utiliser ce savoir était physique. C'était douloureux. Elle avait passé des années à apprendre, et maintenant elle était prisonnière de cette maison à ne rien faire, à n'être rien, juste l'épouse décorative que Rodrigue avait achetée, mais elle ne savait pas comment changer cela, elle ne savait pas s'il accepterait, elle ne savait pas si c'était permis. Ce fut un jeudi que tout commença à se fissurer. Laure passait dans le couloir en fin d'après-midi lorsqu'elle entendit des voix fortes venant du bureau. La porte était entr'ouverte. Elle reconnut la voix de Rodrigue, tendue, et celle d'un autre homme qu'elle ne connaissait pas. L'homme disait que le contrat était signé, qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Rodrigue répondait qu'il y avait une erreur, que les chiffres ne concordaient pas, que cela allait ruiner la récolte entière. L'autre insistait qu'il était trop tard, que l'accord était déjà effectif, que si Rodrigue rompait le contrat, il devrait payer une pénalité gigantesque. Laure resta immobile à écouter, le cœur battant. Elle connaissait ce genre de discussion. Elle avait vu son père traverser des situations similaires, et d'après ce qu'elle comprenait, Rodrigue avait signé un contrat de fourniture exclusif avec des négociants, mais il y avait des clauses cachées qui allaient aspirer tout le bénéfice de la prochaine vendange. L'autre homme sortit irrité quelques minutes plus tard, passant devant Laure sans la saluer. Elle resta dans le couloir, indécise. Toutes les règles lui dictaient de retourner dans sa chambre, de feindre de n'avoir rien entendu, de maintenir la distance que Rodrigue exigeait. Mais elle ne put s'y résoudre. Elle frappa doucement à la porte du bureau. Rodrigue était de dos quand elle entra, les mains appuyées sur le bureau, la tête basse, les épaules tendues, comme s'il portait un poids insupportable. Il ne se retourna même pas en entendant la porte. Il dit seulement d'une voix lasse que ce n'était pas le bon moment, qu'elle pouvait revenir plus tard. Laure ferma la porte derrière elle. Sa voix sortit ferme quand elle répondit qu'elle savait que ce n'était pas le bon moment, mais qu'elle devait lui parler. Rodrigue se retourna enfin. Il avait des cernes profonds, sa cravate desserrée, les cheveux ébouriffés à force d'y passer la main. Il la regarda avec un mélange de surprise et d'agacement. Il demanda si elle avait entendu la conversation. Laure confirma que oui, que ce n'était pas intentionnel, mais qu'elle avait entendu, et qu'elle pensait pouvoir aider. L'expression de Rodrigue changea pour quelque chose entre l'incrédulité et l'impatience. Il commença à dire que c'était des affaires compliquées, qu'elle n'avait pas à s'en soucier. Ce fut alors que Laure l'interrompit. Elle dit qu'elle avait lu le nom du contrat que l'homme avait mentionné. Contrat de fourniture exclusive avec la maison de négoce Moreau & Fields de Bordeaux, et que si c'était le type de contrat qu'elle imaginait, il y avait des clauses standards que les intermédiaires utilisaient pour piéger les producteurs. Clause d'exclusivité perpétuelle, pénalité de rupture équivalente à 3 fois la valeur de la récolte et commission de courtage progressive qui augmentait chaque année. Rodrigue resta paralysé à la regarder. Le silence dans le bureau était si profond que Laure pouvait entendre son propre cœur battre. Il demanda, d'une voix étrange, comment elle savait cela. Laure prit une grande inspiration. Elle avait peur de ce qu'elle allait dire, mais il n'y avait plus de retour possible. Elle raconta que son père lui avait enseigné la comptabilité et la gestion d'entreprise. Qu'elle avait passé des années à étudier des contrats commerciaux, à apprendre à lire entre les lignes, à identifier les pièges, qu'elle avait aidé son père au chai jusqu'à la faillite. Sa voix trembla un peu quand elle admit qu'elle avait toujours caché cela, parce qu'une femme qui connaissait les affaires était considérée comme inadéquate, étrange, impropre au mariage. Rodrigue continua de la regarder comme s'il voyait une autre personne. Il marcha jusqu'au bureau, prit le contrat qui était là et le tendit à Laure. Il lui demanda de le lire. Ce n'était pas une demande polie, c'était presque un ordre. Mais il y avait quelque chose de différent dans le ton. De l'urgence, peut-être même de l'espoir. Laure prit le document avec des mains qu'elle tenta de garder fermes. Elle s'assit sur la chaise en face du bureau et commença à lire. Rodrigue resta debout à côté, observant. Elle sentait le poids de son regard, mais força sa concentration. Le contrat faisait 12 pages, caractères minuscules, langage juridique alambiqué.
Mais elle avait appris à naviguer dans ce genre de texte. Cela prit 20 minutes. Quand elle termina, elle regarda Rodrigue et dit que c'était pire qu'elle ne l'imaginait. Elle pointa la clause 7, cachée au milieu d'un long paragraphe sur les délais de livraison. Là était le piège principal. La commission de courtage commençait à 12%, mais augmentait de 3% chaque année de contrat. Et le contrat était de 10 ans, avec renouvellement tacite s'il n'était pas dénoncé avec 2 ans d'anticipation. Rodrigue passa la main sur son visage, le geste de qui vient de recevoir confirmation d'une mauvaise nouvelle. Il expliqua qu'il avait signé cela la semaine précédente, sous pression parce que le négociant promettait des prix meilleurs que les autres acheteurs. Il dit qu'il avait lu le contrat, mais n'avait pas perçu ses clauses. L'écriture était petite, le langage confus, et il était fatigué. Laure vit la frustration sur son visage. Rodrigue était un homme intelligent, travailleur, mais il n'avait pas été formé pour lire des contrats avec des yeux d'avocat. Il savait cultiver la vigne, gérer un domaine, négocier de vive voix, mais un papier rempli de mots compliqués était une autre guerre. Elle demanda s'il y avait encore une copie du contrat chez les négociants, ou s'ils étaient les seuls à l'avoir. Rodrigue ouvrit un tiroir et sortit un exemplaire signé. Laure demanda du papier, une plume et du temps. Elle dit qu'elle avait besoin de tout réviser au calme, de faire des calculs, de voir s'il y avait une brèche. Rodrigue hésita. Elle vit le doute dans ses yeux, un homme habitué à tout résoudre seul, dépendant maintenant d'une femme qu'il avait achetée seulement pour sauver les apparences. Mais il était désespéré. Alors, il accepta. Laure travailla jusqu'à tard cette nuit-là. Rodrigue resta dans le bureau avec elle, observant d'abord en silence, puis commençant à poser des questions. Elle expliquait tout en notant, montrant comment chaque clause se connectait à une autre, créant une toile qui emprisonnait le fournisseur. Plus elle parlait, plus Rodrigue semblait impressionné et troublé. À un moment donné, il était plus de minuit, il demanda pourquoi elle avait caché cela. Laure s'arrêta d'écrire et le regarda. Elle répondit qu'une femme qui en savait plus que prévu effrayait les hommes, qu'elle avait appris à feindre l'ignorance pour être acceptée, que leur propre mariage en était la preuve. Il l'avait choisie en pensant qu'elle était une jeune fille ordinaire, effacée, qui gérerait seulement la maison et ne poserait pas de questions. Rodrigue resta silencieux un long moment. Puis il admit qu'elle avait raison, qu'il avait demandé une épouse justement parce qu'il voulait quelqu'un qui n'interférerait pas dans sa vie, quelqu'un qui remplirait un rôle social et rien de plus. Sa voix portait quelque chose que Laure n'identifia pas tout de suite. Du regret peut-être, ou de la honte. Madame Agnès apparut à la porte du bureau vers 1h du matin, demandant s'ils avaient besoin de café. Rodrigue demanda qu'elle fasse une cafetière bien forte. La gouvernante regarda de Laure à lui et de retour à Laure. Quelque chose changea dans son expression, un quasi-sourire. Elle revint quelques minutes plus tard avec du café, du pain, du fromage et de la confiture. Laure et Rodrigue mangèrent là même, au milieu des papiers éparpillés sur le bureau. Ce fut le premier repas qu'ils prirent réellement ensemble, sans distance protocolaire, sans silence pesant. Ils parlèrent du contrat, des possibilités, de ce qu'il fallait faire, et peu à peu la conversation dériva vers d'autres choses. Rodrigue l'interrogea sur son enfance, sur ce que c'était que de grandir avec un père qui enseignait des choses inhabituelles. Laure raconta. Elle parla des chais des livres de contes, des après-midi à étudier des contrats pendant que les autres jeunes filles de son âge apprenaient la broderie. Elle parla de la solitude d'avoir un savoir qu'elle devait cacher, de la frustration de feindre être moins que ce qu'elle était. Sa voix gagna une intensité qu'elle n'avait pas prévue. Des années de silence s'échappèrent d'un coup. Rodrigue écouta sans interrompre. Quand elle eut terminé, il dit quelque chose qui la surprit. Il dit qu'il comprenait ce que c'était que de cacher des parties de soi-même, qu'il avait aussi appris à ne pas trop en montrer, à garder ses distances, à ne pas faire confiance. Et pour la première fois, il laissa échapper qu'il avait eu une mauvaise expérience par le passé.
Il ne donna pas de détails, mais Laure perçut une douleur ancienne dans sa voix. « Si vous aimez cette histoire, laissez un commentaire. Je veux savoir ce que vous en pensez. » Ils travaillèrent jusqu'à près de 3 heures du matin. Quand ils s'arrêtèrent enfin, Laure avait trouvé quelque chose. Ce n'était pas exactement une brèche, mais c'était une erreur dans la rédaction de la clause de pénalité. Le texte mentionnait une valeur de 3 fois la récolte annuelle, mais ne spécifiait pas quelle récolte. L'actuelle, la prévisionnelle ou la moyenne des dernières années. C'était une ambiguïté qu'un bon avocat pourrait exploiter. Rodrigue regarda ses notes, ses calculs, les passages qu'elle avait marqués. Puis il regarda Laure. Et cette fois, il la regarda vraiment. Ce ne fut pas un regard rapide et fuyant. Ce fut un regard qui s'attarda, qui étudia son visage comme s'il la voyait pour la première fois. Laure sentit quelque chose d'étrange dans l'estomac, une chaleur montant le long de son cou. Rodrigue dit d'une voix basse qu'elle était incroyable. Ce n'était pas un compliment poli ou formel. C'était une reconnaissance sincère, une admiration réelle. Laure ne sut que répondre. Elle remercia doucement et rassembla les papiers, en essayant de cacher qu'elle rougissait. Ils montèrent vers leurs chambres séparées, mais quelque chose avait changé. Laure le sentit quand elle passa près de lui dans le couloir. L'air était différent, la distance moindre. Elle entra dans sa chambre, ferma la porte, et resta appuyée contre elle pendant quelques minutes, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Les jours suivants, la routine changea complètement. Rodrigue demanda alors de participer aux réunions d'affaires. Au début, les hommes qui venaient traiter des affaires étaient surpris, certains même mal à l'aise de cette présence féminine. Mais Rodrigue fut clair sur le fait qu'elle avait voix au chapitre. Et quand Laure commença à poser des questions, à pointer des incohérences, à suggérer des modifications dans les propositions, le malaise se transforma en respect. Réticent, mais du respect tout de même. La question du contrat avec les négociants devint la priorité. Rodrigue engagea un avocat de Bordeaux, un homme expérimenté nommé Maître Mercier, qui vint jusqu'au domaine pour tout réviser. Laure participa à la réunion. Quand elle présenta l'analyse qu'elle avait faite, montrant l'ambiguïté dans la clause de pénalité, l'avocat fut impressionné. Il dit qu'elle avait l'œil clinique, que beaucoup de gens formés au droit n'auraient pas relevé cela. Maître Mercier élabora une stratégie. Il ne pouvait pas simplement rompre le contrat, mais il pouvait renégocier en utilisant l'ambiguïté comme levier. Si les négociants n'acceptaient pas de réviser les termes, Rodrigue porterait l'affaire au tribunal, où un juge devrait interpréter la clause douteuse. Et les procès prenaient du temps, pouvaient durer des années que les négociants ne voulaient pas perdre. C'était un pari risqué. Mais ça a marché. 2 semaines plus tard, les représentants de la maison Moreau revinrent. Ce n'était pas le même homme qui s'était disputé avec Rodrigue. C'était maintenant le patron, un monsieur de 60 ans, costume cher, manière polie, mais regard acéré. Il était venu préparer à négocier. La réunion eut lieu dans le grand salon du domaine. Rodrigue, Laure, le propriétaire de la maison de négoce et son avocat. Madame Agnès servit le café et se retira, mais échangea avant un regard avec Laure, un regard d'encouragement. La négociation fut tendue. Le patron des négociants tenta d'intimider, dit qu'un contrat était un contrat, que Rodrigue avait signé en connaissance de cause. Rodrigue, qui auparavant aurait peut-être reculé, resta ferme. Et quand l'homme ignora complètement Laure, dirigeant toutes ses paroles vers Rodrigue ou Maître Mercier, ce fut Laure qui l'interrompit. Elle posa la copie du contrat sur la table et pointa la clause problématique. Elle expliqua, d'une voix calme et technique, pourquoi cela ne tiendrait pas au tribunal. Elle cita des précédents juridiques, utilisa des termes légaux qu'elle avait étudiés, démonta les arguments point par point. Le propriétaire des négociants fut visiblement irrité, mais n'avait pas de réponse. À la fin, ils renégocièrent. Commission de courtage fixe à 10%, contrat de 5 ans sans tacite reconduction et clause de rupture avec pénalité raisonnable.
Ce n'était pas idéal, mais c'était infiniment mieux que l'accord original. Quand ils signèrent le nouveau contrat, le patron de la maison de négoce regarda Laure avec une expression mêlant respect et ressentiment. Après le départ de tous, Rodrigue resta debout au milieu du salon, regardant les documents. Laure commença à sortir, pensant qu'il voulait rester seul, mais il l'appela. Il dit qu'elle avait sauvé le domaine, que sans elle, il aurait tout perdu. Sa voix était chargée d'une émotion qu'il ne savait clairement pas comment exprimer. Laure répondit qu'elle avait seulement fait ce qu'elle savait faire. Rodrigue secoua la tête. Il dit que ce n'était pas seulement ça, qu'elle avait affronté des hommes qui la traitaient avec mépris, qu'elle avait prouvé une capacité que personne n'attendait, qu'elle avait été courageuse là où il aurait été plus facile de se taire. Il fit 2 pas vers elle. Il était proche maintenant. Plus proche qu'il ne l'avait jamais été depuis le mariage. Pour la première fois, Laure vit de la vulnérabilité dans ses yeux. Rodrigue luttait contre quelque chose. Elle le vit à la façon dont il serrait la mâchoire, à la manière dont ses mains se fermaient en poing, puis s'ouvraient de nouveau. Il voulait dire quelque chose, mais n'y arrivait pas. Laure attendit, le cœur battant à tout rompre. Le silence entre eux était électrique. Mais Rodrigue recula. Il remercia formellement, dit qu'il allait travailler un peu et sortit du salon trop vite. Laure resta là, confuse et frustrée. Quelque chose grandissait entre eux, elle le sentait. Mais il s'obstinait à maintenir les barrières. Ce fut Madame Agnès qui donna le premier indice du pourquoi. Quelques jours plus tard, elle et Laure étaient à la cuisine préparant des conserves. La gouvernante commença à parler, avec précaution, du passé de Rodrigue. Elle raconta qu'il avait été fiancé des années auparavant, une demoiselle de la bonne société de Saint-Émilion, jolie, d'une famille importante. Rodrigue était plus jeune alors, héritier récent du domaine, croyant en l'amour et en l'avenir. La fiancée s'appelait Cécile. Elle était charmante en public, douce, attentionnée. Rodrigue en était éperdument amoureux. Mais 1 mois avant le mariage, il découvrit qu'elle entretenait une autre relation. Un homme de Bordeaux, riche, avec plus de biens que Rodrigue. Cécile était avec Rodrigue seulement par sécurité, au cas où l'autre ne ferait pas sa demande. Quand le Bordelais demanda finalement sa main, Cécile rompit les fiançailles avec Rodrigue sans remords. Madame Agnès raconta que Rodrigue changea après cela. Il ferma son cœur, décida que le mariage était une institution pratique, pas romantique, que les sentiments étaient des pièges, la vulnérabilité une faiblesse. Il jura qu'il ne permettrait plus jamais à personne d'avoir ce pouvoir sur lui. C'est pour cela qu'il accepta le mariage arrangé. Contrôle total, attente claire, sans risque d'être blessé. Laure écouta, le cœur serré. Elle comprenait maintenant. Rodrigue n'était pas naturellement froid, il était effrayé. Il avait construit des murs si hauts que même la lumière n'y entrait plus. Et maintenant elle était là, se montrant complètement différente de ce qu'il attendait, fissurant ses murs, sans même essayer. Cela expliquait les regards qu'il détournait, la façon dont il reculait quand ils étaient proches, la manière dont sa voix changeait quand il lui parlait. Rodrigue luttait contre lui-même, contre l'attraction qu'il ressentait clairement, contre l'envie de faire confiance à nouveau. Laure réalisa qu'elle était à la croisée des chemins. Elle pouvait respecter ses murs, maintenir la distance que l'accord original exigeait. Ce serait plus sûr, moins douloureux si rien ne changeait. Ou elle pouvait risquer. Montrer qu'elle n'était pas Cécile, qu'il y avait des personnes qui valaient la vulnérabilité. Elle choisit de risquer. Elle commença par de petites choses. Quand Rodrigue travaillait tard au bureau, elle lui apportait du café sans qu'il ne le demande. Quand il rentrait trempé par la pluie après avoir inspecté les vignes, elle demandait à Madame Agnès de préparer un bain chaud et de laisser des vêtements secs prêts. Quand elle remarquait qu'il était tendu, elle commentait quelque chose qui le faisait parler, qui ouvrait un espace pour une vraie conversation. Rodrigue résistait, mais Laure voyait les failles, la façon dont il commençait à chercher des excuses pour être dans la même pièce qu'elle. Comment les dîners devenaient moins silencieux,
comment il demandait son avis sur les décisions du domaine, même quand c'étaient des sujets qu'il pouvait résoudre seul. Et il y avait les moments, des moments où quelque chose passait entre eux, chargé et inévitable, comme cet après-midi où il révisait les comptes du domaine dans le bureau. Laure était penchée sur la table, étudiant le grand livre, et Rodrigue s'approcha pour voir ce qu'elle pointait. Il se tint près, son bras frôlant presque le sien. Laure sentit la chaleur de son corps, l'odeur de savon et de terre. Quand elle tourna la tête, leur visage était à quelques centimètres. Ils restèrent ainsi des secondes qui parurent des heures. Les yeux de Rodrigue tombèrent sur sa bouche. Laure retint son souffle, mais Rodrigue s'écarta soudainement, murmurant une excuse, et sortit du bureau, où cette nuit où Laure ne parvenait pas à dormir, et descendit chercher de l'eau. Elle trouva Rodrigue dans la cuisine, lui aussi insomniaque. Ils discutèrent dans la pénombre, avec seulement la lumière de la lune entrant par la fenêtre. Rodrigue raconta son père, comment il était mort quand Rodrigue avait 20 ans, lui laissant le domaine. La pression de tout maintenir à flot, la solitude de n'avoir personne avec qui partager cela. Laure écouta et partagea sa propre solitude. Ce que c'était de grandir différente, de devoir cacher des parts essentielles de soi-même. Leurs voix étaient des murmures dans l'obscurité. Rodrigue était assis d'un côté de la table, elle de l'autre, mais on aurait dit qu'ils étaient plus proches qu'ils ne l'avaient jamais été. Il dit qu'il n'avait jamais rencontré quelqu'un comme elle. Laure répondit qu'il était aussi différent de ce qu'elle imaginait. Rodrigue demanda ce qu'elle avait imaginé. Laure admit qu'elle s'était attendue à un homme arrogant et distant, et qu'il était distant, oui, mais pas arrogant, juste blessé. Rodrigue resta calme, puis il demanda si elle avait peur de lui. Laure dit que non, qu'elle avait peur de beaucoup de choses, mais pas de lui. Son expression s'adoucit d'une manière qu'elle n'avait jamais vue. Pour un instant, Laure crut qu'il allait se lever, traverser jusqu'à son côté, briser enfin la distance. Mais il ne le fit pas. Il souhaita simplement bonne nuit et monta dans sa chambre. Laure resta seule dans la cuisine, tentant de contrôler sa frustration et sa confusion. Elle savait que Rodrigue ressentait quelque chose. Elle le voyait dans ses yeux, dans la façon dont il l'observait quand il pensait qu'elle ne regardait pas. Mais il ne permettait pas que quoi que ce soit arrive. Ses murs étaient résistants. 1 mois passa depuis la renégociation du contrat. Le domaine prospérait. Les vendanges s'annonçaient exceptionnelles. Rodrigue investit dans des améliorations, embaucha plus d'ouvriers, étendit les parcelles cultivées. Et Laure était impliquée dans tout. Elle révisait les contrats, aidait à la comptabilité, donnait son avis sur les investissements. Elle était devenue une partenaire d'affaires de fait. La région commença à jaser. Une femme qui s'y entendait en gestion était une nouveauté. Certains approuvaient discrètement. D'autres critiquaient, disant que Rodrigue avait perdu son autorité, qu'il était manipulé par son épouse. Mais les résultats parlaient d'eux-mêmes. Le domaine Castel était l'un des plus prospères de l'entre-deux-mers. Ce fut à cette époque qu'arriva une lettre. Elle venait de Saint-Émilion, du père de Laure. Antoine écrivait pour dire que lui et Amélie allaient bien, que les dettes avaient été payées comme convenu, qu'ils avaient réussi à louer une petite maison digne. Il remerciait Laure pour son sacrifice. Il disait espérer qu'elle allait bien, que le mariage n'était pas un fardeau trop lourd à porter. Laure lut la lettre seule dans sa chambre. Elle pleura. Pas de tristesse exactement. C'était un mélange étrange de soulagement, de nostalgie et de confusion. Sa famille était en sécurité. Elle avait rempli son rôle. Mais, et maintenant ? Elle restait mariée à un homme qui la traitait comme une associée, mais refusait toute proximité émotionnelle réelle. Elle continuait de dormir seule, de se réveiller seule, de vivre une moitié de vie. Elle avait sauvé sa famille. Mais qui la sauverait, elle ? Ce soir-là, au dîner, Rodrigue remarqua qu'elle était différente. Il demanda si tout allait bien. Laure dit qu'elle avait reçu une lettre de ses parents, qu'ils allaient bien. Rodrigue hocha la tête, soulagé. Il dit qu'il était heureux de l'apprendre. Et puis, hésitant, il demanda si elle avait le mal du pays. Laure admit que oui, que sa famille lui manquait,
la maison, la vie qu'elle avait avant, même avec toutes les difficultés. Rodrigue devint sérieux. Il demanda si elle était malheureuse ici. La question prit Laure au dépourvu. Elle le regarda, cet homme compliqué et fermé qui, peu à peu, était devenu plus qu'un étranger acheté. Elle répondit qu'elle n'était pas malheureuse, que la vie ici était bonne, confortable, même intéressante avec le travail qu'ils faisaient ensemble, mais qu'il y avait une différence entre ne pas être malheureuse et être vraiment heureuse. Rodrigue demanda ce qui la rendrait heureuse, et Laure, fatiguée de taire les choses, répondit avec une sincérité qui fit mal aux deux. Elle dit qu'elle aimerait être vue, pas comme une épouse décorative ou comme une associée, mais comme une personne entière. Qu'elle aimerait que ce mariage soit réel, pas seulement un accord sur papier. Qu'elle était fatiguée de vivre dans une maison avec quelqu'un qui la maintenait à distance, même quand ils étaient dans la même pièce. Le silence qui suivit fut lourd. Rodrigue ne répondit pas. Il regarda seulement son assiette, mâchoire serrée, doigts crispés sur sa fourchette. Laure regretta d'avoir parlé. Elle avait brisé l'équilibre fragile qu'ils avaient construit. Elle avait demandé plus que ce que l'accord permettait. Elle se leva de table, demanda la permission de se retirer et monta dans sa chambre. Elle ne pleura pas. Elle resta simplement assise sur le bord du lit à regarder par la fenêtre. La nuit dehors était noire, sans étoiles, fermée comme le cœur de Rodrigue. Des heures plus tard, il était plus de minuit passé, quelqu'un frappa à la porte de sa chambre. Laure sursauta. Elle ouvrit et trouva Rodrigue debout dans le couloir. Il avait sa chemise froissée, les cheveux en désordre, les yeux fatigués. On aurait dit qu'il avait passé les dernières heures à lutter contre une guerre intérieure. Il s'excusa d'apparaître si tard. Il dit qu'il avait besoin de parler. Laure s'effaça pour le laisser passer, et il entra. C'était la première fois que Rodrigue entrait dans sa chambre depuis l'arrivée de Laure au domaine. Il resta près de la porte, comme prêt à fuir. Il commença à parler. Sa voix était rauque, les mots difficiles. Il raconta Cécile, la trahison, comment cela avait détruit quelque chose en lui. Il dit qu'il avait juré de ne plus jamais permettre à quelqu'un d'avoir ce genre de pouvoir, que le mariage arrangé était parfait parce qu'il n'impliquait pas de sentiments, donc pas de risque. Mais alors Laure était apparue et elle était complètement différente. Intelligente, courageuse, authentique. Elle avait fissuré tous les murs qu'il avait construits. Et il avait peur. Peur de faire confiance, peur d'être blessé à nouveau, peur de vouloir quelque chose qui serait peut-être détruit. Sa voix se brisa à la fin. Rodrigue admit qu'il était amoureux d'elle, qu'il avait lutté contre cela de toutes ses forces, mais qu'il ne pouvait plus, qu'il pensait à elle tout le temps, que les moments avec elle étaient les seuls où il se sentait vraiment vivant, que dormir dans des chambres séparées le tuait à petit feu. Laure resta sans voix. Des larmes coulèrent sur son visage sans qu'elle s'en aperçoive. Rodrigue fit un pas vers elle, hésitant, comme s'il s'attendait à être rejeté. Il dit qu'il comprendrait si elle ne ressentait pas la même chose, que leur accord n'incluait pas l'amour, qu'il n'avait pas le droit de demander cela. Mais Laure l'interrompit. Elle dit qu'elle avait cessé de feindre l'indifférence depuis des semaines, qu'elle ressentait la même chose. Que chaque fois qu'il s'éloignait, quelque chose en elle souffrait, qu'elle avait accepté le mariage par obligation, mais que maintenant elle le voulait par choix. Rodrigue combla la distance entre eux, doucement, lui laissant le temps de reculer si elle le voulait. Mais Laure ne recula pas. Quand il toucha son visage, enfin, ses mains tremblaient. Quand il l'embrassa, c'était différent du contact mécanique à l'église. C'était authentique, intense, plein de mois de retenue qui cédaient d'un coup. Ils restèrent ainsi enlacés au milieu de la chambre, reconnaissant enfin ce qu'ils avaient tenté de nier. Ce n'était pas comme dans les contes de fées, c'était mieux, c'était réel. Cette nuit changea tout. Rodrigue ne retourna pas dans sa chambre. Ils restèrent à discuter jusqu'à l'aube, assis sur le tapis de la chambre de Laure, adossés au lit, doigts entrelacés, se racontant des histoires qu'ils n'avaient jamais partagées. Il parla de la solitude de gérer le domaine seul,
Des nuits où il regardait la grande maison vide en se demandant si c'était ainsi qu'il passerait le reste de sa vie. Elle raconta les jours dans la maison de ses parents après la faillite, l'humiliation sociale, le fait d'accepter le mariage, en sentant qu'elle enterrait toute chance de bonheur réel. Mais maintenant, ils étaient là, ensemble, et c'était étrange, comme quelque chose qui avait commencé comme une transaction commerciale, s'était transformé en cela. En vérité, en vulnérabilité, en choix. Quand le soleil commença à se lever, Rodrigue embrassa son front et dit qu'il devait aller travailler. Mais avant de sortir, il prit son visage à deux mains et promit que dorénavant ce serait différent, qu'il n'allait plus fuir, qu'il n'allait plus garder ses distances, qu'ils allaient essayer pour de vrai. Laure le crut, et pour la première fois depuis qu'elle était arrivée dans cette maison, elle se réveilla en sentant qu'elle y avait sa place. Les jours suivants furent une découverte. Rodrigue travaillait toujours dans les vignes durant la journée, mais maintenant il rentrait plus tôt. Ils dînaient ensemble, non plus aux extrémités opposées de la table, mais assis proches l'un de l'autre. Ils discutaient pendant des heures. Il parlait des plans pour le domaine, elle donnait des idées, il l'interrogeait sur les livres qu'elle lisait, elle partageait de petites intimités que les couples normaux avaient, mais qui pour eux étaient une nouveauté précieuse. Madame Agnès observait tout avec une satisfaction mal dissimulée. Un matin, elle commenta alors qu'elle n'avait jamais vu M. Rodrigue aussi léger, qu'il sifflotait même en travaillant, chose qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Laure sourit et dit que tout était différent maintenant. La gouvernante serra sa main avec une affection maternelle et dit que c'était une question de temps, qu'un vrai mariage, c'était ça. Une construction quotidienne, un choix constant. Mais tout ne fut pas facile. 2 semaines après la nuit où tout avait changé, arriva une visite inattendue. Une femme, calèche de luxe, robe de soie, chapeau à plumes. Elle demanda à parler à Rodrigue. Quand Madame Agnès annonça qui c'était, le visage de Rodrigue blêmit. C'était Cécile. Laure était dans le bureau en train de trier le courrier quand Rodrigue entra. Il semblait perturbé. Il raconta que son ex-fiancée était là, qu'elle était venue de Bordeaux spécialement. Il dit qu'il ne savait pas ce qu'elle voulait, mais qu'il allait la recevoir. Il demanda si Laure souhaitait être présente. Laure réfléchit un instant. La part d'elle qui manquait d'assurance voulait voir, voulait jauger la femme qui avait détruit Rodrigue. Mais la part la plus forte décida de faire confiance. Elle dit que ce n'était pas nécessaire, que c'était son affaire à lui, mais qu'elle serait là s'il avait besoin. Rodrigue l'embrassa, un geste de gratitude, et sortit. L'entrevue dura presque 1 heure. Laure tenta de travailler, mais ne parvenait pas à se concentrer. Elle écoutait des voix étouffées venant du salon. Elle ne distinguait pas les mots, mais sentait la tension. Quand finalement elle entendit la porte d'entrée se fermer et la calèche partir, elle descendit. Rodrigue était assis dans le salon, le regard lointain. Laure s'assit à côté de lui et attendit. Il commença à raconter. Cécile était devenue veuve. Son mari, riche de Bordeaux, était mort 6 mois auparavant, laissant des dettes qu'elle n'avait découvertes qu'après. Elle était ruinée, désespérée, et s'était souvenue de Rodrigue. Elle était venue demander de l'aide. Non, elle était venue demander plus que ça. Elle avait insinué qu'il pourrait peut-être recommencer, qu'elle avait commis une erreur, qu'elle l'avait toujours aimé. Laure sentit la colère bouillir, mais Rodrigue prit sa main et continua. Il dit qu'il avait refusé, qu'il avait expliqué à Cécile qu'il était marié, qu'il aimait son épouse, qu'il n'avait aucun intérêt à revivre le passé. Cécile avait été surprise, puis irritée, puis suppliante. Mais il était resté ferme. Il avait offert une petite aide financière, par compassion, mais rien de plus. Et lui avait demandé de ne pas revenir. Laure le regarda. Elle vit une sincérité absolue dans ses yeux. Elle vit un homme qui avait affronté le fantôme du passé et choisi le présent. Elle demanda s'il était sûr, s'il n'y avait pas une part de lui qui avait voulu dire oui.
Rodrigue répondit que la seule certitude qu'il avait concernait l'or, que Cécile appartenait à une version de lui qui n'existait plus, que l'or avait tout changé. Elle le crut. Et à ce moment-là, elle sentit que les murs étaient enfin tombés complètement. La nouvelle que Rodrigue avait refusé d'aider son ex-fiancé se répandit dans la région. Certains approuvèrent, disant qu'il avait bien fait. D'autres critiquèrent, trouvant qu'il avait été cruel avec une femme en difficulté, mais Rodrigue ne se souciait pas des opinions. Il avait appris qu'il ne pouvait pas vivre en tentant de plaire à une société qui jugeait sans connaître la vérité. Le domaine continuait de prospérer. L'or devint une partie essentielle de l'administration. Elle ne faisait pas que réviser les contrats. Elle commença à mettre en place des changements. Elle suggéra de diversifier les cultures, de planter des céréales en plus de la vigne pour avoir des sources de revenus alternatives en cas de mauvaise récolte. Rodrigue accepta. Elle proposa d'améliorer les conditions des ouvriers, de rénover les maisons pour les familles qui vivaient sur la propriété, de payer des salaires au-dessus de la moyenne. Rodrigue accepta, voyant qu'un travailleur bien traité produisait plus et avec loyauté. En juin de cette année-là, 6 mois après l'arrivée de l'or, le domaine reçut la visite d'un acheteur important de Paris. Il venait évaluer la production pour un éventuel contrat à long terme. C'était une grosse affaire qui pouvait garantir la stabilité financière pour des années. La réunion se tint dans le salon. L'acheteur, M. Auguste Ferrand, était un homme expérimenté qui avait négocié avec des centaines de vignerons. Il s'attendait au standard, le propriétaire homme qui parle, l'épouse silencieuse qui sert le café. Mais quand l'or commença à présenter les chiffres de production, les prévisions de récolte, l'analyse de qualité des cuvées, il fut visiblement surpris. Il tenta de l'ignorer et d'adresser ses questions uniquement à Rodrigue. Mais Rodrigue redirigeait vers l'or, indiquant clairement qu'elle avait les réponses. À la fin, M. Ferrand n'eut d'autre choix que de reconnaître qu'il était face à une gestionnaire compétente. Il fit sa proposition. L'or identifia 2 points problématiques. Ils négocièrent. Ils conclurent un accord meilleur que la proposition initiale. Quand l'acheteur partit, il serra la main de Rodrigue, et ensuite, hésitant, celle de l'or. Il dit que c'était la première fois qu'il négociait avec un couple pareil, mais que c'était impressionnant. L'or remercia et vit Rodrigue sourire avec fierté. Ce soir-là, ils célébrèrent. Madame Agnès prépara un dîner spécial. Rodrigue ouvrit une bouteille de vin qu'il gardait depuis des années, un grand millésime. Ils trinquèrent non seulement au contrat, mais à tout ce qu'ils avaient construit ensemble. L'or regarda l'homme à côté d'elle, celui qui l'avait acheté comme si elle était une marchandise, et ressentit une étrange gratitude. Si quelqu'un lui avait dit des mois plus tôt qu'elle tomberait amoureuse de son mari imposé, elle aurait ri. Mais elle était là, amoureuse, heureuse, épanouie. Rodrigue dut le percevoir dans son regard, car il demanda à quoi elle pensait. L'or dit la vérité. Qu'elle pensait à quel point la vie était étrange, comment un mariage qui devait être une prison était devenu une libération, comment un accord froid s'était transformé en amour véritable. Comment elle avait trouvé un partenaire là où elle s'attendait à trouver seulement un patron. Rodrigue prit sa main sur la table. Il dit qu'il y pensait chaque jour, qu'il se réveillait à ses côtés maintenant, et n'arrivait pas à se souvenir comment il avait vécu avant dans la solitude, qu'elle lui avait rendu des parts de lui qu'il croyait mortes, la capacité de faire confiance, de ressentir, de vouloir un avenir qui soit plus que du travail et de la survie. L'or sentit les larmes lui monter aux yeux, pas de tristesse, de quelque chose dont elle ne connaissait même pas le nom, de plénitude, peut-être. C'est à cette période qu'ils commencèrent à faire de vrais projets d'avenir. Rodrigue voulait agrandir le domaine, racheter des terres adjacentes qui étaient à vendre. L'or soutint l'idée, mais suggéra qu'ils fassent une analyse prudente d'abord, pour ne pas trop s'endetter. Ils travaillèrent ensemble sur les calculs, les projections, les possibilités. C'était du travail, mais c'était aussi de l'intimité, découvrir comment l'autre pensait, comment il prenait des décisions,
comment il gérait les risques. Et il y avait les moments qui n'étaient pas liés aux affaires. Des après-midi où Rodrigue emmenait Laure chevaucher à travers le domaine, lui montrant les limites de la propriété, les endroits qu'il aimait. Des soirées où ils lisaient ensemble dans la bibliothèque, elle avec un roman, lui avec le journal, mais toujours proches. Des matins où ils se réveillaient tôt et restaient au lit simplement à discuter, planifiant la journée, partageant des rêves. C'était un bonheur simple, mais Laure découvrit que c'était le genre qui importait le plus. Ce n'était pas la passion explosive des romans à l'eau de rose. C'était une construction constante, un choix quotidien, un partenariat réel. C'était un amour qui grandissait sur un terrain qui avait été préparé avec patience et soin. En septembre, une lettre arriva des parents de Laure. Ils demandaient à lui rendre visite, voulaient voir comment elle allait, connaître la maison où elle vivait. Laure devint nerveuse. Elle n'était pas retournée à Saint-Émilion depuis le mariage. Elle ne savait pas comment ce serait de revoir ses parents, surtout son père, qui avait conclu l'accord qui l'avait amené ici. Rodrigue perçut sa tension. Il dit qu'il allait tout préparer, qu'il recevrait ses parents avec tout le respect dû, qu'il pouvait rester le temps qu'il voudrait. Laure remercia, mais admit qu'elle avait peur. Peur que ses parents voient à travers son bonheur et pensent que c'était fin. Peur que son père porte trop de culpabilité. Peur de confronter les débuts difficiles du mariage maintenant que tout était si différent. Rodrigue l'étreignit et dit qu'elle n'avait pas besoin d'avoir peur, que ses parents verraient la vérité, qu'il était impossible de cacher ce qu'il y avait entre eux maintenant. Si vous suivez cette histoire jusqu'ici, laissez un commentaire. Votre présence fait toute la différence. Antoine et Amélie arrivèrent un après-midi de samedi. Rodrigue envoya les chercher à la gare avec la belle calèche. Quand ils descendirent, Laure vit que son père avait encore vieilli. Ses cheveux complètement blancs, son dos plus voûté, sa mère était plus maigre mais souriante. Ils regardèrent la grande maison avec une expression qui mêlait admiration et tristesse. Tristesse parce que cela avait coûté leur fille. Laure courut pour les embrasser tous les deux. Elle pleura. Ils pleurèrent. Rodrigue resta un peu en retrait, respectant le moment, mais quand Laure l'appela, il s'approcha. Antoine tendit la main avec une formalité tendue. Rodrigue la serra, mais ensuite attira son beau-père pour une accolade rapide. Il dit que c'était un honneur de les recevoir, que cette maison était la leur aussi. La tension commença à se dissoudre. Durant les 3 jours qu'ils restèrent, Antoine et Amélie observèrent tout. La façon dont Rodrigue traitait Laure, comment ils travaillaient ensemble dans le bureau, comment ils riaient pendant les repas, comment ils se regardaient quand ils pensaient que personne ne voyait. Le 2e jour, Amélie appela Laure dans la chambre et demanda directement si elle était heureuse, si le mariage était bon, si Rodrigue la traitait bien. Laure n'eut pas besoin de feindre. Elle raconta tout. Le début froid, la distance, la découverte progressive l'un de l'autre, la nuit où tout avait changé. Elle raconta le travail qu'ils faisaient ensemble, comment elle avait trouvé un but ici, comment elle était tombée amoureuse de l'homme qui au début n'était qu'un étranger. Amélie pleura de soulagement. Elle dit qu'elle avait porté une culpabilité énorme, qu'elle avait passé des mois à imaginer sa fille malheureuse dans un mariage sans amour. Savoir que Laure avait trouvé le bonheur ici était plus qu'elle n'espérait. Laure étreignit sa mère et dit que tout allait bien, qu'il n'y avait pas de culpabilité à porter, que la vie avait une étrange façon de transformer une obligation en bénédiction. Avec son père, ce fut plus difficile. Antoine évitait de regarder Laure directement. Il portait une honte visible. Le dernier soir de la visite, Rodrigue s'en aperçut et créa une opportunité pour que Laure et son père discutent seuls. Ils allèrent marcher dans les jardins alors que le soleil se couchait. Antoine parla enfin, il demanda pardon, il dit qu'il ne se pardonnerait jamais d'avoir vendu sa fille, que cela allait contre tout ce en quoi il croyait, mais qu'il n'avait pas eu le choix. Laure prit la main de son père. Elle dit qu'elle comprenait, qu'elle ne gardait aucune rancœur, qu'en vérité, contre toute attente, elle avait été heureuse, que Rodrigue était un homme bon, qu'il la respectait, qu'ils étaient de vrais partenaires.
Antoine la regarda avec des yeux pleins de larmes. Il dit qu'il voyait cela, qu'il était impossible de ne pas le voir, que la façon dont Rodrigue regardait Laure était la façon dont un homme amoureux regarde, qu'il avait prié pour que cela arrive, mais n'avait pas espéré que cela arriverait vraiment. Laure confessa quelque chose que même à Rodrigue, elle n'avait pas dit avec ses mots. Elle dit qu'elle aimait son mari, que c'était arrivé peu à peu, sans qu'elle s'en rende compte, et que maintenant elle ne pouvait imaginer la vie sans lui, que le mariage arrangé était devenu la meilleure chose qui lui soit arrivée, même s'il avait commencé pour les mauvaises raisons. Antoine serra sa fille dans ses bras. Il dit qu'il était en paix maintenant, qu'il pouvait dormir sans culpabilité, qu'il voyait que Laure n'avait pas seulement survécu, mais prospéré, et que Rodrigue était un homme chanceux d'avoir une femme comme elle. Quand ses parents partirent, Laure resta sur le perron à faire signe jusqu'à ce que la calèche disparaisse au tournant. Rodrigue vint par derrière et l'entoura de ses bras. Il demanda si tout allait bien. Laure posa sa tête sur son épaule et dit que oui, que ça allait mieux que bien, que pour la première fois, elle sentait que tous les morceaux de sa vie s'étaient emboîtés. Les mois suivants furent une période de consolidation. Le domaine s'agrandissait. Le contrat avec l'acheteur de Paris apporta une excellente stabilité financière. Rodrigue acheta les terres voisines qu'il convoitait. Laure mit en place le système de rotation des cultures qu'elle avait suggéré. Ils construisirent de nouvelles maisons pour les ouvriers. Le domaine Castel devint une référence dans la région. Mais plus que le succès matériel, il y avait la paix. Laure se réveillait chaque jour aux côtés de l'homme qu'elle aimait. Elle travaillait à quelque chose qui la défiait et l'épanouissait. Elle avait un but, elle avait un partenariat. Elle avait un amour qui avait été construit sur une fondation solide de respect et d'admiration. Rodrigue changea aussi. Les gens commentaient qu'il était différent, plus ouvert, plus souriant, plus disposé à converser. Les murs étaient tombés, et Laure savait qu'une partie de cela était son œuvre à elle, mais une partie était son œuvre à lui. Il avait choisi de risquer à nouveau, choisi de faire confiance à nouveau, choisi d'aimer à nouveau, et cela avait exigé un courage qu'elle admirait profondément. Alors que l'année 1889 touchait à sa fin et que l'exposition universelle de Paris fermait ses portes, marquant l'apogée d'une ère nouvelle, le monde changeait. Mais pour Laure et Rodrigue, ce n'était qu'une note de bas de page. Ils construisaient quelque chose de plus grand que la politique. Ils construisaient une vie ensemble. Ce fut en décembre, par une nuit douce inhabituelle pour la saison, que Rodrigue fit quelque chose d'inattendu. Il demanda Laure en mariage. Elle rit et dit qu'ils étaient déjà mariés. Il expliqua que oui, ils étaient mariés sur le papier, mais que cela avait été un accord commercial. Il voulait le refaire, correctement, avec amour, avec choix. Il voulait renouveler les vœux, non par obligation, mais par désir. Laure resta sans voix. Les larmes coulèrent. Elle dit oui, 1000 fois oui. Ils renouvelèrent leurs vœux lors d'une petite cérémonie au domaine. Ce ne fut pas à l'église, ce fut sous un grand chêne qui se dressait près de la maison. Le prêtre vint jusque-là. Étaient présents Madame Agnès, Thomas le chef de culture, quelques travailleurs proches, les parents de Laure et de rares amis véritables. Il n'y avait pas de faste, pas de mise en scène sociale. Il y avait de la vérité. Quand ils échangèrent les vœux cette fois, les mots étaient réels. Rodrigue promit d'aimer, de respecter et d'être le partenaire de Laure pour le reste de sa vie. Laure promit la même chose. Et quand le prêtre dit qu'il pouvait embrasser la mariée, Rodrigue l'embrassa pour de vrai. Ce ne fut pas un baiser rapide et mécanique comme lors de la première cérémonie. Ce fut un baiser qui scella une promesse réelle. Les gens applaudirent. Madame Agnès pleurait de joie. Antoine étreignit Rodrigue et dit qu'il était comme un fils désormais. Amélie tenait la main de Laure et souriait. C'était une petite célébration, mais c'était une célébration vraie. C'était la reconnaissance d'un amour qui avait grandi dans un lieu improbable. La vie suivit son bon rythme. Les années passèrent.
le domaine continua de prospérer. Laure devint une figure connue dans la région, une femme qui gérait les affaires aux côtés de son mari, chose rare mais respectée au vu des résultats. Elle recevait des lettres d'autres femmes demandant des conseils, interrogeant sur la façon dont elle avait acquis une telle place. Laure répondait toujours avec honnêteté. Elle disait que c'était une chance d'avoir trouvé un homme qui la respectait, mais que c'était aussi du courage pour montrer ses capacités et un travail constant pour prouver sa valeur. Rodrigue vieillissait bien à ses côtés. Ses cheveux commencèrent à gagner des fils blancs, mais il restait fort, travaillant ses terres qu'il aimait. Il disait que Laure n'avait pas seulement sauvé le domaine, mais lui-même, qu'avant elle, il n'était qu'un homme qui travaillait, qui survivait. Après elle, il était un homme qui vivait pour de vrai. 5 ans avaient passé depuis ce mariage arrangé de mars 1889. On était maintenant en mars 1894. Laure était sur la terrasse de la maison, regardant les vignes qui s'étendaient jusqu'à l'horizon. L'après-midi était tiède, le vent apportait une odeur de terre humide. Elle tenait une tasse de thé et pensait à quel point tout avait changé. Rodrigue apparut derrière elle, entoura sa taille, embrassa son cou. Il demanda à quoi elle pensait. Laure s'appuya contre lui et dit qu'elle pensait à quel point la vie était étrange. Comment elle était arrivée ici 5 ans auparavant avec une petite malle, le cœur lourd, sans attente. Et comment maintenant ce lieu était son foyer, cet homme était son amour, cette vie était sa plénitude. Rodrigue la fit pivoter pour qu'il se regarde. Il dit qu'il y pensait chaque jour, que la meilleure affaire qu'il ait faite dans sa vie fut ce mariage arrangé, qu'il avait acheté une épouse et gagné une âme sœur. Laure rit et dit qu'elle aussi avait gagné, qu'elle avait vendu sa liberté et trouvé la vraie liberté, la liberté d'être qui elle était vraiment, d'utiliser ses capacités, d'aimer sans peur. Ils restèrent là, enlacés, regardant le soleil se coucher sur les terres qu'ils géraient ensemble. Et Laure pensa que c'était là la définition réelle de l'amour. Ce n'était pas une passion qui apparaît soudainement, c'était une construction quotidienne, c'était un choix constant. C'était un partenariat qui traverse les défis et en ressort plus fort. C'était le respect qui se transforme en admiration, qui se transforme en amour profond. Le mariage, qui ne devait être qu'une affaire, était devenu la plus belle histoire d'amour qu'elle put imaginer. Non pas parce que ce fut facile, mais parce que ce fut réel, parce que ce fut construit avec honnêteté, vulnérabilité, courage de risquer, parce que ce fut un choix, pas un destin. Et alors que le soleil disparaissait à l'horizon, teignant le ciel d'orange et de rose, Laure savait qu'elle avait trouvé exactement ce qu'elle ne cherchait pas. Elle avait trouvé un foyer. Elle avait trouvé un partenaire. Elle avait trouvé l'amour véritable au dernier endroit où elle l'attendait. Des années plus tard, quand ils étaient déjà un couple établi et respecté dans la région, les gens demandaient comment ils avaient fait pour que ça marche. Comment un mariage arrangé s'était transformé en une union si solide. Laure répondait toujours la même chose. Elle disait que c'était du travail, que c'était le courage de montrer sa vulnérabilité, que c'était la volonté de construire au lieu de simplement attendre que l'amour arrive. Rodrigue complétait en disant que c'était d'avoir trouvé la bonne personne, que Laure était différente de quiconque il avait connu, qu'elle avait fissuré ses murs avec patience et persistance, qu'elle avait montré que l'amour était un choix, une construction, un partenariat, pas seulement un sentiment qui apparaît et disparaît. Et quand ils étaient seuls, Rodrigue prenait parfois la main de Laure et la remerciait. Il la remerciait d'avoir accepté cet accord étrange. Il la remerciait de ne pas avoir abandonné dans les mois difficiles du début. Il la remerciait d'avoir été assez courageuse pour montrer qui elle était vraiment. Il la remerciait d'avoir choisi de l'aimer même quand il aurait été plus facile de simplement respecter le contrat et garder ses distances. Laure répondait toujours que c'était elle qui devait remercier, que Rodrigue lui avait donné l'espace pour être complète,
qu'il avait respecté ses capacités quand la société disait qu'une femme ne devait rien savoir des affaires, qu'il avait eu le courage de démanteler ses propres murs et de risquer d'aimer à nouveau après avoir été blessé. La vérité est que tous deux avaient raison. Ce fut le travail des deux, ce fut le choix des deux, ce fut le courage des deux. Et c'est ainsi qu'un mariage arrangé qui ne devait être qu'une affaire devint la plus belle histoire d'amour que cette région de Gironde eût jamais vue. Une histoire, racontée pendant des années, qui inspira d'autres personnes, qui prouva que l'amour véritable peut grandir dans les lieux les plus improbables. Tant qu'il y a du respect, de l'admiration, de la vulnérabilité et le choix constant de construire ensemble. Laure et Rodrigue vécurent de nombreuses années dans ce domaine. Ils vieillirent côte à côte, travaillant ensemble, aimant ensemble, construisant un héritage qui alla au-delà des terres et de l'argent. Ce fut un héritage de partenariat véritable, d'un amour qui fut un choix quotidien, d'un bonheur qui fut bâti sur des fondations solides. Et quand les gens demandaient quel était le secret, ils donnaient toujours la même réponse. Il n'y avait pas de secret. Seulement l'engagement de voir l'autre vraiment, de respecter, de construire ensemble même quand c'est difficile, de choisir l'amour tous les jours, pas seulement une fois devant l'autel. Le mariage qui commença comme une transaction commerciale froide se transforma en l'union la plus vraie que tous deux auraient pu désirer. Et tout cela parce que deux étrangers eurent le courage de faire tomber les murs, de montrer leur vulnérabilité et de construire quelque chose de réel là où il n'y avait qu'un accord sur papier. Ce fut la preuve que l'amour le plus fort n'est pas celui qui arrive simplement. C'est celui qui est construit brique par brique, choix après choix, jour après jour. C'est celui qui transforme l'obligation en liberté, la distance en intimité, le contrat en engagement véritable. Et Laure, regardant en arrière des années plus tard, savait qu'elle ne changerait rien, ni le début difficile, ni les mois de distance, ni la douleur du mariage arrangé, parce que tout cela avait été nécessaire pour construire ce qu'ils avaient. Cela avait été la fondation sur laquelle ils avaient érigé un amour véritable. Le mariage arrangé avait été le début de l'histoire, mais l'amour qu'ils avaient construit ensemble, ça, c'était un choix. Et le choix, Laure l'avait appris, était toujours plus fort que le destin.